Merci. Je voudrais bien évidemment commencer en remerciant le lobby européen des femmes et sa coordination espagnole d'avoir organisé cette conférence et de m'avoir invité. Je voudrais m'excuser de parler en français, mais je ne saurais pas faire la conférence en espagnol. Et je suis donc ici pour vous parler de la situation actuelle en France, je veux dire la situation sur le plan législatif, et je veux vous parler aussi des conséquences pour l'Espagne, en fait, de cette proximité entre la France et l'Espagne et des différences sur le plan législatif. Alors, pour pouvoir vous parler de la France, je crois qu'il faut que je vous dise en quelques mots l'historique de la prostitution en France. Pendant de longs siècles, la prostitution a été prohibée, c'est-à-dire interdite. Cela veut dire que les femmes prostituées étaient poursuivies, étaient emprisonnées, étaient flagellées en public, elles étaient sanctionnées. Et puis, à partir du XIXe siècle, il y a eu le débat qu'il y a maintenant dans les pays européens, c'est-à-dire le débat de réglementer la prostitution, d'autoriser les maisons closes, parce qu'il y avait des médecins hygiénistes qui prétendaient que si on mettait les prostituées dans des maisons, eh bien on résolvait le problème des maladies sexuellement transmissibles qui donc étaient confinées dans ces maisons et on pouvait surveiller les femmes prostituées. À la même époque aussi, on a fait un fichage. On fichait les prostituées pour pouvoir déterminer qui elles étaient et si elles avaient des maladies. Alors, les évolutions plus récentes, eh bien, la France a une position abolitionniste en fait depuis 1946, avec une loi qui s'est appelée la loi Marthe-Richard, et qui a interdit les maisons closes, qui a instauré une répression accrue du proxénétisme. Néanmoins, cette loi n'était pas parfaite puisqu'elle avait oublié les colonies et qu'elle avait oublié les départements hors métropole. Et puis qu'il y avait aussi une répression ce qu'on appelle le racolage actif. C'est en 1960 que la France prend une position sur le plan international, puisque en 1960, la France ratifie la Convention internationale des Nations Unies pour la répression de la traite et l'exploitation de la prostitution d'autrui. Et à cette occasion, une ordonnance supprime le fichage des prostituées et met en place des mesures sociales pour aider les prostituées. Alors, actuellement en France, vous l'avez compris, la prostitution est autorisée, c'est-à-dire que les personnes prostituées ne sont absolument pas poursuivies. Il y a eu quelques évolutions législatives récentes. En 2002, les clients des personnes prostituées mineures ou en situation de vulnérabilité sont pénalisés, c'est-à-dire que c'est un délit. Ça peut être puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Néanmoins, il faut prouver que le client savait soit que la personne était mineure, soit qu'elle était dans une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire avait une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse. Nous avons eu un cas célèbre récemment en France d'un footballeur qui donc avait eu comme cadeau d'anniversaire une jeune prostituée de 16 ans que ses collègues footballeurs lui avaient offert. Et finalement, il n'a pas été inquiété par la justice, puisqu'il a été considéré, il a dit qu'il ne savait pas qu'elle avait 16 ans. La France entière et beaucoup dans les médias se sont indignés, ont pris sa défense, en disant, bien entendu, on ne pouvait pas imaginer qu'elle avait 16 ans, elle fait beaucoup plus. Et donc, il n'a absolument pas été inquiété, et il continue à jouer en équipe de France. Ils étaient plusieurs, effectivement. En 2003, il y a eu une nouvelle loi instaurée donc, à l'époque à l'initiative du ministre de l'Intérieur, qui était Nicolas Sarkozy. Et il s'agit donc du délit de racolage à la fois actif et passif, c'est-à-dire que les personnes prostituées sont susceptibles d'être arrêtées pour simplement présence sur la voie publique. Donc le délit est ainsi défini dans la loi, c'est le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération. Alors l'objectif initial était la répression des troubles à l'ordre public et la répression des proxénètes à travers les prostituées. L'expérience a montré que en fait, cette infraction est très peu suivie. Il n'y a eu que 200 condamnations prononcées en 2009. Et surtout que cette loi a eu des effets indésirables puisque la prostitution s'est déplacée en périphérie des villes
qu'il y a eu une fragilisation des personnes prostituées, une dégradation aussi des relations entre les prostituées et les forces de l'ordre, et des difficultés croissantes d'accès aux soins. En 2011, il y a eu au Parlement une mission d'information transpartisane, c'est-à-dire qui réunissait des députés de tous les partis, sur la prostitution en France. Et cette mission d'information a abouti le 6 décembre 2011 à une résolution votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cette résolution, alors à l'unanimité, en réalité, il n'était que quelques députés dans l'hémicycle ce jour-là. Je l'ai su après, vu que je n'étais pas députée encore. Et cette résolution réaffirme la position abolitionniste de la France avec un objectif à terme qui est une société sans prostitution. Cette résolution proclame que la notion de besoin sexuel irrépressible renvoie à une conception archaïque de la sexualité. Cette résolution estime que compte tenu de la contrainte qui est le plus souvent à l'origine de l'entrée dans la prostitution, de la violence inhérente à cette activité et des dommages physiques et psychologiques qui en résultent, la prostitution ne saurait en aucun cas être assimilée à une activité professionnelle. Alors, je ne vais pas vous la lire en entier parce que je sais que j'ai peu de temps et j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais cette résolution a donné beaucoup d'espoir finalement à toutes les associations qui militent pour l'abolition de la prostitution en France. Cette résolution a aussi abouti à une proposition de loi qui n'a jamais été déposée au Parlement parce que ensuite c'était début 2013, qu'il n'y avait pas, je pense, une grande volonté politique, qu'il y avait un agenda parlementaire chargé et des élections présidentielles au mois de mai, puis législatives au mois de juin. Et donc, les choses en sont restées là et le nouveau Parlement a été installé. Alors, je veux vous parler en quelques mots de la situation actuelle des prostituées en France, avant de vous parler de ce qui se passe maintenant sur le plan législatif. En France, on ne sait pas combien il y a de prostituées. Il est estimé qu'il y en a entre 20 000 et 40 000, selon l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains. On considère que ces chiffres correspondent essentiellement à la prostitution de rue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans cette prostitution de rue actuellement 90% d'étrangères, ce qui constitue un changement majeur par rapport aux années 1990, puisqu'auparavant, il y avait 75% de Françaises, 25% d'étrangères. Et maintenant, donc, dans les années après 2000 et 2010, il y a donc maintenant 90% d'étrangères. Dans cette prostitution de rue, il y a 10% d'hommes. 10 à 15%, on estime. Alors en France, les maisons closes ne sont pas autorisées, mais il y a des bars à hôtesses et des salons de massage qui donc sont des établissements dits à risque de prostitution. Et cet office a établi qu'il y en avait un peu plus de 600 en France. Il y a également de la prostitution par Internet et il a été évalué qu'il y avait environ 10 000 annonces qui pouvaient être considérées comme distinctes. Et parmi ces 10 000 annonces, il y en a 4 000 qui sont mises en ligne par des personnes prostituées indépendantes. Il y a beaucoup de débats aussi en France sur la prostitution étudiante, mais il n'y a aucun chiffre. Il n'y a eu aucune alerte dans les services de médecine préventive ou dans les organismes universitaires. Les associations comme l'Amicale du Nid affirment que cela concerne 2% des étudiantes, mais pour le moment, aucun chiffre réel et des études localement dans certaines villes sont en cours. Alors, il y a eu en France un rapport sur la santé des prostituées qui a été rendu à la ministre des Droits des Femmes il y a exactement 2 jours. C'est un rapport qui a été fait par l'Inspection générale des affaires sociales et qui nous donne un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est qu'on n'a pas assez de données objectives en France, car il y a eu très peu d'études sur la santé des prostituées, contrairement à beaucoup de pays dans le monde, en particulier à nos voisins européens. Ce qui est unanime, c'est une difficulté globale d'accès aux soins, parce que, bien entendu, puisqu'il y a 90% d'étrangères dans la rue, même si en France il y a une couverture médicale universelle et l'aide médicale d'État qui peut être qu'on peut obtenir si ça fait 3 mois qu'on est en France, même si on est étranger et sans papier, eh bien les femmes ne vont pas, les personnes prostituées ont peur en fait d'arriver dans les lieux de soins. Et je voudrais vous lire un extrait d'un témoignage d'un médecin qui s'appelle le docteur Darnis, qui exerce au centre hospitalier de Nantes
et qui fait des expertises médico-légales chez des femmes victimes de la traite. Il a ainsi expertisé des Nigérianes et des Roumaines essentiellement. Je ne vous lis pas tout le rapport, mais seulement des extraits qui sont très parlants. Ces femmes ont été exposées aux violences de la part des clients, incluant des menaces avec couteau ou pistolet, des positions acrobatiques, imposées, avec les membres liés au lit, des photos pendant les relations sexuelles et des ébats avec plusieurs clients. Elles ont aussi fait l'objet de brûlures de cigarettes assez récurrentes sur les seins et sur la face interne des cuisses. Elles peuvent aussi subir les violences des proxénètes, qui commencent souvent chez les jeunes vierges par une défloration rapide mais violente, qui laisse souvent des lésions importantes des organes génitaux, source de douleur et de vaginisme par la suite. Chez les Nigérianes, les dégâts sont d'autant plus importants qu'elles ont déjà subi des mutilations génitales dans leur pays d'origine. À l'examen, les lésions constatées chez ces femmes sont des cicatrices, surtout au niveau des membres, consécutives au fait d'avoir été attachées, traînées, griffées, ainsi que des arrachages de cheveux et brûlures de cigarettes. Au niveau vulvo-vaginal, l'examen retrouve des vulves très déformées et parfois des vagins cicatriciels durs et très douloureux, notamment dans la partie haute du vagin où il existe parfois des cicatrices rétractiles en diminuant nettement la longueur. Ces lésions sont susceptibles d'affecter leur vie sexuelle ultérieure, y compris pour des rapports désirés. On constate aussi souvent des atteintes des organes génitaux supérieurs, c'est-à-dire l'utérus, les trompes et les ovaires, du fait d'infections récurrentes sexuellement transmises, type chlamydia et gonocoque, pourvoyeurs majeurs de stérilité. Les recommandations de ce rapport, donc, alors ça c'est simplement une partie des annexes. Les recommandations de ce rapport sont effectivement de faire des études en France pour mieux connaître les enjeux sanitaires des différentes formes de prostitution, c'est-à-dire par Internet chez soi ou dans la rue. Une meilleure prise en compte de la prostitution dans les politiques sociales, et en particulier plus de moyens aux associations, car depuis 5 ans, les moyens aux associations ont été très largement réduits. Et puis plus de prévention auprès des jeunes. Alors, je veux vous parler au plan législatif depuis la résolution du 6 décembre 2011, que s'est-il passé? Donc, le gouvernement a changé, nous avons un nouveau président de la République, et il faut savoir que le candidat François Hollande avait affirmé en janvier 2012 « Nous combattrons l'exploitation commerciale de la personne humaine par le vote d'une loi qui attaquera le système de la prostitution ». En juin 2012, la ministre des Droits des Femmes, Najat Belkacem, a affirmé que l'objectif de la France est, à terme, de faire disparaître la prostitution. Il y a eu beaucoup de protestations dans la presse, d'acteurs, de gens connus, qui se sont exprimés dans la presse, notamment la presse de gauche, pour dire que c'était un droit de se prostituer et que la ministre avait tort. Alors, à la suite de cette déclaration, la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, dont je fais partie, a décidé de créer un groupe d'études sur la prostitution, dont la mission est, à partir du rapport écrit en 2011, de travailler sur un texte de loi pour déposer une proposition de loi à l'automne 2013. Cette proposition de loi portera sur 3 axes. D'une part, le renforcement de l'accompagnement social des personnes prostituées, qui est très insuffisant d'après le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Le renforcement des moyens alloués aux associations, ce qui sera sûrement un arbitrage difficile étant donné les contraintes budgétaires liées à la crise. La suppression du délit de racolage et la facilitation aussi d'obtenir des papiers pour les femmes étrangères en situation de prostitution qui décident de se réinsérer. Car actuellement en France, les femmes sans papier qui se prostituent peuvent obtenir des papiers à condition de dénoncer leur proxénète. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'elles n'aient pas besoin de dénoncer le proxénète pour pouvoir obtenir des papiers. Dès lors qu'elles veulent sortir de la prostitution, elles ont des papiers automatiquement. Le deuxième volet, c'est l'augmentation de la répression du proxénétisme, et notamment en envisageant dans les peines encourues la confiscation des biens des proxénètes. Parce qu'en fait, souvent ils sont condamnés à de la prison, mais finalement ils font quelques années de prison et ils continuent. Alors que si on leur confisque tous leurs biens, on suppose que probablement ça les découragera. Et le troisième axe, c'est la généralisation de la pénalisation du client, puisqu'il y a déjà la pénalisation pour les prostituées mineures ou vulnérables, eh bien, nous considérons qu'il va falloir pénaliser le client. Alors, bien entendu, nous attendons beaucoup de cette loi, une diminution de la demande, une diminution des profits pour les proxénètes,
Néanmoins, nous avons décidé de la déposer seulement dans un an parce que nous avons des freins à cette proposition de loi. Tout d'abord, il nous faut convaincre l'ensemble des députés socialistes. Et il est vrai que, malgré les déclarations de la ministre des Droits des Femmes, lors du dernier congrès du Parti socialiste, la pénalisation du client ne faisait pas l'unanimité au sein de notre parti. Et au sein des députés socialistes à l'Assemblée nationale, cela ne fait pas l'unanimité. D'autre part, dans notre majorité, nous avons des députés écologistes. Et les députés écologistes sont fermement opposés à la pénalisation du client. Une proposition de loi a été déposée actuellement par une sénatrice, au Sénat donc, par une sénatrice verte, écologiste, sur l'abrogation du délit de racolage. Et dans cette proposition de loi, eh bien, les termes employés sont ceux de travailleurs et de travailleuses du sexe, comme si effectivement c'était un métier comme les autres. Alors, nous avons choisi d'avoir un an de délai parce que nous avons besoin de convaincre autour de nous de l'importance de cette loi. Et puis parce que nous avons aussi beaucoup d'autres lois sur des sujets de société, comme notamment le mariage pour tous, que nous allons discuter au mois de janvier à l'Assemblée nationale. Alors, je veux finir en vous parlant de la situation particulière du département des Pyrénées-Orientales, qui est transfrontalier avec la Catalogne. Et alors, je me suis intéressée non pas aux femmes qui sont prostituées dans les bordels à la Jonquère, parce que dans un premier temps, je m'y étais intéressée et j'avais essayé de sensibiliser la population dans mon département. Mais j'ai constaté que la prostitution était tellement ancrée dans la tradition, dans le département des Pyrénées-Orientales, qu'en réalité, le sort de ces femmes qui sont étrangères n'intéressait personne. Et j'ai décidé, pour sensibiliser la population, de demander une étude à l'Université de Perpignan, au département de sociologie, sur l'impact qu'avait cette prostitution et la proximité des maisons closes sur les jeunes des Pyrénées-Orientales. Et cette étude a été faite en 2011 et 2012, car 80% des clients des bordels de la Jonquère viennent des Pyrénées-Orientales. Et quasiment 100% sont français, c'est-à-dire que les Catalans n'y vont absolument pas. Alors, nos sociologues se sont entretenus avec des jeunes hommes et des jeunes femmes entre 17 et 35 ans, et elles se sont aussi entretenues avec les animatrices d'une association qui s'appelle le Planning Familial, et qui est spécialisée dans l'éducation à la sexualité pour les jeunes. Alors, ces jeunes nous décrivent la zone frontalière comme un lieu à part, comme une zone de non-droit où tout est possible, comme une zone de consommation, puisqu'ils y vont pour acheter des cigarettes, pour acheter l'alcool, pour faire le plein d'essence. Et c'est un petit peu vécu comme un petit fruit. Et la prostitution dans les clubs, pour les jeunes, n'est pas du tout clandestine, puisqu'on pensait au départ que quand on leur parlerait de la frontière, ils ne parleraient pas forcément de la prostitution. En réalité, les jeunes, dès que vous leur parlez de la frontière, eh bien, ils parlent des clubs, des petits clubs, comme on dit. Et on voit que ça fait partie intégrante de leur vie, qu'ils en ont une connaissance précise, et que la parole est très libre sur ce sujet, qu'ils ont pris connaissance de ce monde de la prostitution à 40 km de chez nous, soit par le bouche à oreille par leurs proches, des fois par leur père, des fois par d'autres membres de la famille, d'autres fois par des amis, soit par des canaux plus organisés, comme les médias locaux et nationaux, mais aussi par des publicités ciblées sur les jeunes, et aussi par des chansons. J'ai fini dans 1 minute et demie. Et donc, on voit bien que pour les jeunes hommes de notre département, la prostitution fait partie de la construction de la virilité. Je veux terminer en vous disant que pour les jeunes filles aussi de notre territoire, eh bien, cela a des conséquences, puisque ces jeunes filles connaissent l'existence des clubs, on leur décrit comment sont les filles là-bas, on leur dit que les filles là-bas sont très belles, comme dans les films américains, et qu'elles savent faire toutes sortes de choses qu'elles-mêmes ne savent pas faire. Ce qui fait que ces jeunes filles se sentent pleines d'injonctions contradictoires. À la fois, il ne faut pas ressembler à ces filles qui sont des prostituées, et en même temps, elles se sentent dans l'obligation de devenir des bombes sexuelles pour ne pas être prises en insuffisance par rapport à ces jeunes filles. Alors, nous prévoyons dans le département maintenant de faire une campagne grand public et de renforcer l'éducation à la sexualité. Il est bien évident que si dans un an nous parvenons à faire passer la loi,
eh bien, la pénalisation du client sera valable en France, pour les Français, mais aussi dans tous les pays hors du territoire français, pour les Français, c'est-à-dire que les clients qui désireront aller en Espagne seront pénalisés.